Alors, vous êtes coordinatrice emploi et formation au Shift Project. Vous êtes surtout co-autrice d'un rapport qui s'appelle « Former les actifs pour la transition écologique » et vous avez été membre de Pour un réveil écologique. Alors, ce rapport, donc, « Former les actifs pour la transition écologique », il a notamment un focus sur la formation continue notamment. Et c'est vrai que quand on pense transition écologique, on ne pense pas forcément à la formation continue. On pense transformation des métiers au sens large, mais on en oublie peut-être un petit peu cet aspect. Donc peut-être que pour débuter, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment cette transformation écologique engendre des besoins en formation qui vont être fondamentalement remodelés. Oui, eh bien, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de ces aspects qui ont été cités par Jacques Triponel en introduction. Et nous, on propose une grille de lecture de la manière des enjeux que pose la transition écologique au monde de la formation continue dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. Et on a identifié 3 grands enjeux auxquels la formation continue peut et doit répondre pour être à la hauteur de la transition écologique et pour contribuer au juste niveau à la transition. Le premier grand enjeu, c'est l'évolution des compétences pour virtuellement les 30 millions d'actifs en France, avec 3 niveaux de compétences qu'on propose au Shift Project. Un premier niveau qui est constitué des compétences métiers. Donc là, ça va être les compétences qui sont spécifiques à la transition écologique, qui sont nouvelles. Et souvent, on pense à des métiers assez techniques, comme typiquement pour un chef de chantier, savoir introduire des matériaux biosourcés, donc du bois, dans un chantier de construction ou de rénovation. Mais je pense que Jacques l'a bien indiqué en introduction, des métiers transverses, des fonctions transverses, des métiers cadres sont très touchés aussi. On peut penser par exemple pour des contrôleurs de gestion à la capacité à faire des reportings extra-financiers, pour les métiers plutôt d'ingénierie en conception. Toutes les compétences, il y a l'éco-conception, le fait de réaliser des analyses de cycle de vie, tout ça, ce sont des compétences très techniques, nouvelles. Et puis, je pense que ça a été cité aussi en introduction, typiquement pour les métiers des ressources humaines. Eh bien, il faut savoir anticiper, identifier ces compétences. Et tout ça, ce sont aussi des compétences techniques spécifiques à la transition qu'il faut développer. Le deuxième niveau, ce sont des compétences transverses, qui ne sont pas spécifiques à la transition, en fait, mais qui sont essentielles pour la mener à bien. Donc là, typiquement, on va retrouver tout ce qui relève de l'accompagnement du changement, qui sont des compétences qui existent déjà, mais qui vont être particulièrement cruciales et qu'il va falloir adapter aussi aux enjeux de la transition. Et puis pour nous, le socle un peu de tout ça, ce sont les compétences qui relèvent de l'acculturation. Comprendre pourquoi on mène tous ces changements, pourquoi son secteur doit changer, pourquoi la société doit changer face au changement climatique, face aux contraintes d'approvisionnement en ressources fossiles notamment. Et ce socle-là, il est essentiel pour tous les métiers, évidemment pour les métiers cadres, mais pas seulement. Donc ça, c'est le premier gros enjeu de taille qui, virtuellement, encore une fois, concerne 30 millions d'actifs, donc formés à la transition. Le deuxième grand enjeu, c'est la question des volumes d'emploi. Là encore, ça a été cité, il y a des secteurs qui, dans le cadre de la transition, ont besoin de recruter. La rénovation des bâtiments, les énergies décarbonées, comme l'éolien, comme le nouveau nucléaire. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui ont besoin de recruter massivement pour mener la transition. Il y a d'autres secteurs, à l'inverse, qui vont être plutôt en contraction, en fait, dans le cadre de la transition. Typiquement, les transports très carbonés, le transport aérien, le fret routier, le transport de marchandises par camion. Ça, ce sont des secteurs qu'il faudrait réduire, et donc avec des enjeux de reconversion. Et donc, évidemment, pour des deux côtés, que ce soit des reconversions choisies ou des reconversions subies, la formation continue, le monde de la formation continue a un gros rôle à jouer. Et puis, le dernier enjeu, pour nous, il relève du rôle assez spécifique de la formation continue. Cette activité de formation, elle a un pouvoir transformateur qui est vraiment puissant. Et on a besoin de ce pouvoir transformateur-là pour transformer déjà les organisations. Typiquement en interne, dans une entreprise, quand on fait de la formation collective, ça peut mener à des changements assez profonds. Et on a besoin que les organisations se transforment profondément pour la transition. Donc c'est essentiel que la formation joue aussi ce rôle-là. Et puis peut-être le dernier point à ce niveau-là, c'est qu'on parle beaucoup de former des actifs quand on parle de formation continue. Et il ne faut pas oublier que les actifs, ce sont aussi, donc vous êtes aussi des citoyens. Et on a besoin aussi d'avoir des citoyens formés, informés, sur ces enjeux-là pour pouvoir transformer
et donc mener la transition écologique à l'échelle de l'ensemble de la société. Voilà les 3 enjeux sans lesquels, à notre sens, eh bien, la transition écologique ne peut pas avoir lieu. Peut-être un commentaire, juste avant de passer à la question suivante, en vous écoutant. La semaine dernière, on était donc à Bordeaux pour parler de la transition démographique et on avait un démographe, un économiste qui était là, qui s'appelle Maxime Sbailly, et qui a pointé du doigt les effets de la démographie sur les futurs métiers. Et justement, il y a des métiers dans lesquels il n'y aura pas assez d'emplois, pas assez d'actifs, et à l'inverse, des métiers où il y aura trop d'actifs. Mais il a dit quelque chose, je trouve, d'assez frappant. Il a dit « Nous manquerons de travailleurs avant de manquer de travail ». Donc je trouve que c'est intéressant de croiser ça avec ce que vous venez d'expliquer sur les compétences et sur aussi les changements métiers. Donc il y a une double grille de lecture entre écologie et démographie aussi sur les besoins de demain en matière d'emploi. Oui, tout à fait. Il y a des secteurs qui ont une pyramide des âges qui n'est pas favorable, qui ont besoin de recruter et qui en plus ne sont pas forcément très attractifs, actuellement en tout cas. Donc il y a vraiment une conjonction de facteurs qui rend ça très compliqué, oui. Et donc qui rend le défi d'ampleur. Mais ça, est-ce que les entreprises en ont conscience? La question, c'est où est-ce qu'on en est finalement? Oui, exactement. Et nous, on est allé regarder par un certain nombre d'entretiens qualitatifs, par une petite étude, une petite consultation quantitative aussi auprès des acheteurs de formation, où on était les entreprises, mais pas seulement, aussi l'écosystème de la formation, aussi les actifs dans leur ensemble, aussi le monde institutionnel de la formation. Donc voilà, c'est encore une fois un écosystème vaste, complexe. Donc on est un peu allé regarder tout ce petit monde-là, où ils en étaient sur les questions de transition écologique. Qu'est-ce qui se fait actuellement? Qu'est-ce qui se fait de manière positive? Et puis qu'est-ce qui manque aussi? La conclusion très générale, c'est qu'on a vu un certain nombre d'initiatives, parfois assez ambitieuses sur le sujet. Par contre, ce qui manque vraiment, c'est que le système de la formation continue, en l'occurrence, se mette à la hauteur des enjeux. Il y a des initiatives qui sont éparses et pas de grands mouvements systémiques qui nous permettent de nous assurer qu'on est au bon niveau par rapport, encore une fois, aux enjeux que je viens de citer. Et donc on a pris en fait on a regardé le cycle d'une formation. Comment ça se passe une formation entre le moment où on identifie les compétences et puis le moment où les formations sont réalisées, que les compétences sont acquises et qu'elles sont mises en pratique dans le cadre professionnel. Donc on a pris chacune de ces étapes. Donc ce que je vous propose, c'est de vous redérouler un petit peu ce schéma de formation pour voir où on en est et donc où en sont les différents acteurs, en tout cas de ce qu'on a vu de notre fenêtre. Du côté de l'identification des compétences, qui est bien quand même la première pierre à poser pour former correctement. Il commence à y avoir depuis quelques années des études prospectives par secteur notamment qui intègrent vraiment les enjeux de transition écologique, alors avec quelques lacunes, hein, mais voilà, ça commence à exister. Ce qu'on a constaté, c'est qu'elles redescendent très peu vers le terrain. Donc les organismes de formation, les entreprises donc, employeuses se les approprient très peu pour le moment. Donc ça existe, mais voilà, il y a besoin d'en faire quelque chose de concret, de pratique au sein des entreprises. Et puis ça reste encore la question de l'identification des besoins en compétences, en particulier pour la transition écologique. Ça reste vraiment trop peu un objet de dialogue social, alors que ça y a toute sa place par ces deux prismes, et identification des compétences avec les GEPP et puis les questions de transition écologique. On ne part pas de rien, il y a quand même un certain nombre d'exercices de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au niveau des entreprises qui intègrent les questions de transition, mais il reste encore beaucoup à construire pour avoir une vision globale de ces sujets-là. Donc ça, c'est du côté identification des besoins en compétences. Maintenant, quand c'est identifié, où est-ce qu'on en est au niveau de la demande de formation, donc de la part et des actifs pour eux-mêmes, et puis des employeurs. Et du côté de la demande, là, ça reste encore très atone, donc c'est vraiment le point dur dans ce système-là. Globalement, ce qu'on voit, c'est un grand décalage entre la conscience des besoins et la réalité de la demande de formation. Typiquement, dans la consultation qu'on a menée auprès d'environ 230 acheteurs de formation, du public, du privé, on en avait, j'ai les chiffres là, il y avait 72% des personnes qui nous ont répondu, qui disaient qu'elles anticipaient un impact sur les ressources humaines, il y a la transition écologique, mais seulement 37% qui avaient effectivement mené des formations sur les compétences métiers dans les 2 dernières années. Donc il y a un petit gap à réduire à ce niveau-là, même un gros gap à réduire.
Et puis, comme c'est le monde de la formation continue, un monde très poussé par la demande, eh bien l'offre attend un petit peu la demande, avec des organismes de formation typiquement qui vont un petit peu attendre qu'on les sollicite avant de construire, avant d'anticiper. Et avec quand même des organismes de formation publics qui sont assez moteurs, qui ont des initiatives très volontaristes là-dessus, des organismes de formation privés plus généralistes qui ont un petit peu du mal à trouver leurs demandes. Mais on a quand même des acteurs un peu de niche qui trouvent vraiment leur marché sur ce sujet-là en étant très spécialisés. Je pense notamment pour les décideurs à la Convention des entreprises pour le climat, qui mènent des formations, des parcours très ambitieux pour des publics quand même dirigeants d'entreprises assez difficiles à trouver. Et puis, peut-être pour finir, il y a, une fois qu'on a identifié les compétences, la demande, l'offre, il y a la question de la mise en œuvre des formations. Et là, le point bloquant qu'on voit, c'est que, quand même, déjà, il y a vraiment des formations qui sont mises en œuvre. Hein. Encore une fois, on ne part pas d'une page blanche. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de formations de sensibilisation actuellement, et justement, qui relèvent plutôt de la sensibilisation que de la formation vraiment. On va plutôt commencer une acculturation aux enjeux plutôt que de développer des compétences pour y répondre, pour faire transformer ses pratiques professionnelles. Et donc c'est le cas actuellement. Le risque, c'est que ça reste le cas. Donc là encore, il y a une marche à passer de la sensibilisation, de comprendre le sujet, à on veut transformer les métiers, on veut transformer nos pratiques. Alors comme on va demander à tous les participants de réfléchir à ces sujets-là justement dans la deuxième partie de la matinée, est-ce qu'il y a, vous, au Shift Project, des leviers d'action, des pistes de solutions qui vous sembleraient intéressantes, ou peut-être à l'inverse justement pas du tout intéressantes, qui pourraient nourrir un petit peu leur réflexion ? Alors ce qui est bien, c'est qu'on a identifié plein de leviers d'action. Donc il y a plein de choses à faire, et aussi ça permet de voir que, on a fait challenger par un certain nombre d'acteurs, donc ça permet de voir que même dans cet écosystème complexe où un peu tout le monde s'attend, et bien en fait ça n'empêche pas d'avancer et dans son champ de compétences, de commencer à faire des choses sans forcément que ce soit soumis à ce que l'ensemble de l'écosystème bouge. Donc ça c'est très positif. Et nous, on propose donc un certain nombre de leviers. Je vous en parler de manière très macro, et puis je ne vais pas tous les citer. Mais comme ça, ils auront plein d'idées qui viendront d'eux-mêmes, justement. C'est ça. Et puis, comme ça, vous aurez aussi envie d'aller lire la synthèse là, que vous pouvez télécharger, je pense, avec les QR codes sur votre table. La synthèse de notre rapport qui détaille un petit peu plus ces leviers. Mais en tout cas, ce qu'on propose déjà, c'est, en levier d'action, il y a une clé de voûte qui n'est pas forcément et pas du seul ressort du monde de la formation, c'est la question de la planification de la transition écologique. À l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle des territoires, à l'échelle des filières aussi. Ce qu'on voit dans les initiatives qui fonctionnent, c'est que quand il y a un cap clair, ça permet de mettre tout le monde en mouvement, et justement de manière systémique. Donc ça, c'est pas à la portée de tout un chacun, mais c'est un objectif vers lequel on devrait toutes et tous tendre. Bon, une fois qu'on a ça, et même si on ne l'a pas, on peut faire quand même un certain nombre de choses. Pour nous, le premier levier d'action, c'est de mobiliser les décideurs, et notamment les dirigeants du public et du privé, pour qu'ils prennent conscience des risques à l'inaction climatique, et aussi des risques à ne pas prendre en compte dans ces sujets-là, les enjeux de compétences, de ressources humaines. Donc ce qu'on suggère, ça va être typiquement de les former, bien comme le fait la Convention des entreprises pour le climat, et en mettant le focus sur les risques de l'inaction. Le deuxième grand levier d'action qu'on a, c'est de garantir un dialogue social environnemental, qu'il soit là et qu'il soit au bon niveau, avec des formations des partenaires sociaux. Et puis, par exemple, pour les études prospectives au niveau des filières, bien faire en sorte qu'elles intègrent systématiquement les enjeux de transition écologique. Un autre levier d'action, c'est la professionnalisation de l'achat de formation. Donc là, on est plutôt au niveau et entreprise et accompagnement, orientation des demandeurs d'emploi. Parce que ce qu'on constate, c'est que il commence à y avoir des critères d'achat pour les formations à la transition écologique, enfin les formations pour concourir à la transition écologique, mais qui restent beaucoup sur du bilan carbone des organismes de formation. Et on ne dit pas que ce n'est pas important. Ce serait très malvenu de notre part au Shift Project de dire que ce n'est pas important. En revanche, ce qu'il faut regarder quand même avant tout, c'est le contenu de formation. Et donc, on suggère que les acheteurs de formation, les organismes de formation se mettent autour de la table pour définir des critères d'achat qui fassent la belle part, par exemple 80%,
des critères, à des critères sur les contenus de formation. Est-ce que ça concourt vraiment à la transition écologique ou pas? Et à acquérir des compétences pour mener la transition. Un autre levier qui me semble d'autant plus important que voilà, il y a eu ce souhait de l'APEC d'organiser ces événements dans plusieurs régions, c'est bien la question de la territorialisation de la transition et de l'identification des compétences. Ce qui manque à notre sens au niveau régional, c'est une instance qui réunisse les acteurs économiques, les acteurs de la formation professionnelle et les acteurs de la transition écologique pour aborder ces sujets-là aussi avec un vocabulaire commun qui manque crucialement pour que ces deux mondes s'interpénètrent. Ça, c'est au niveau régional, et puis au niveau des territoires, des bassins d'emploi, on a besoin aussi de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui puissent ensuite faire remonter les besoins de formation identifiés au niveau de la région. Notre dernier levier d'action, il est tout à fait approprié à la journée, c'est la question de l'orientation, d'orienter vers les métiers de la transition écologique, vers les formations qui peuvent concourir à la transition écologique. Et donc ce qu'on préconise, c'est quelque chose que l'APEC fait déjà, notamment, c'est bien de former les consultants, les personnes en charge de l'orientation, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, encore une fois, métier aux formations de la transition écologique. Voilà, ça nous semble aussi au cœur du dispositif de bien orienter, et puis éventuellement aussi d'arrêter d'orienter vers des métiers qui, au contraire, sont peut-être voués à disparaître ou au moins à se contracter fortement, ce que je citais tout à l'heure, de manière à ne pas envoyer des demandeurs d'emploi dans des secteurs qui sont en difficulté ou qui vont l'être dans 5 ans, dans 10 ans. Faut-il forcer les orientations? C'est une question qu'on s'est effectivement déjà posée la semaine dernière à Bordeaux quand on parlait de démographie. Merci beaucoup, Vinciane Martin. Merci à vous.